Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment va ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi? Ce matin, on va parler évidemment d'une mesure de grâce qui continue à faire beaucoup parler, notamment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faut savoir que le 31 décembre dernier, Étienne Tshisekedi, le chef de l'État congolais, a décidé de gracier un certain nombre de prisonniers qui avaient déjà purgé des peines allant de moins de 20 ans. D'au moins 20 ans, pardon. Et donc, parmi ces prisonniers, il y en avait à environ une centaine. Il y a 19 qui ont particulièrement retenu l'attention de la communauté nationale et internationale, puisque parmi ces 19 prisonniers étaient depuis 2001 accusés d'être les auteurs de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'était le 16 janvier 2001. Alors, il faut savoir que, évidemment, ces derniers avaient été arrêtés en 2001, j'étais en prison, puis ils avaient été condamnés par un tribunal militaire en 2003. Parmi ces 19 personnalités, la plus emblématique est Edi Kapeng, un colonel de l'armée régulière de Laurent Désiré Kabila, qui était à l'époque des faits son aide de camp. Alors, pour revenir rapidement à l'histoire même de la mort de Laurent Désiré Kabila, pour essayer de faire simple, le 16 janvier 2001, alors le président congolais est dans son bureau, dans le quartier de Binza, c'est dans les hauteurs de Kinshasa. Il faut savoir que lorsqu'il arrive au pouvoir en 1997, il installe d'abord ses bureaux au Palais de la Nation, qui est situé sur les bords du fleuve Congo, mais craignant qu'un obus puisse être tiré de l'autre côté, donc de Brazzaville, et puisse l'atteindre, il va dans un premier temps décider d'aller habiter dans l'ancienne cité de l'OUA, mais ensuite il va décider de quitter l'ancienne cité de l'OUA parce que tous les matins il devait traverser le camp de Chinza, qui était le camp de la garde prétorienne de Mobutu à l'époque, et donc il estimait qu'il y avait encore là des risques parce qu'il y avait parmi ces soldats-là des personnes qui étaient affiliées à l'ancien régime, et donc pour lui, pour sa sécurité, il voit très mal de passer devant ce camp-là tous les matins, et donc il va décider d'aller s'installer dans l'ancien palais des hôtes, le palais qu'on mettait à la disposition des invités importants qui se rendaient à Kinshasa, et c'était donc situé dans le quartier de Binza. Et puis à l'époque, il y avait aussi un fait qui peut sembler totalement ahurissant aujourd'hui, c'est que à l'époque, il n'y avait pas une véritable coordination, il n'y avait pas une véritable rigueur en termes de sécurité autour de Laurent Désiré Kabila. Selon les témoignages de l'époque, n'importe qui pouvait entrer ou sortir du président Laurent Désiré Kabila, que ce soit un courtisan, que ce soit un conseiller, que ce soit même un simple soldat. Ceux-ci pouvaient tout à fait allègrement rentrer, même si le président était soit en pleine réunion ou en présence de certains invités. Ils pouvaient allègrement entrer dans la salle, interrompre la réunion ou l'audience, soit pour faire signer des documents, soit pour annoncer un message à Laurent Désiré Kabila, ou bien même pour lui annoncer la présence d'un autre invité dans la salle d'attente. Et donc, Laurent Désiré Kabila, ce 16 janvier 2001, il est dans son bureau comme à l'accoutumée. Tout au long de la matinée, il a accordé un certain nombre d'audiences, aussi bien à des hommes d'affaires qu'à des politiciens, donc rien de plus banal. Et puis, aux alentours de 12h30, il y a un Katongo, c'est-à-dire un soldat de troupe qui s'appelle Rachidi, et qui se présente devant le bureau de Laurent Désiré Kabila et qui demande donc aux hommes en fraction là l'autorisation d'entrer dans le bureau du président pour aller lui présenter ses civilités et donc pour aller le saluer. Donc pour les soldats de l'époque et dans l'entourage de Laurent Désiré Kabila, comme je le disais, c'était quelque chose de tout à fait banal. Et donc ce soldat du nom de Rachidi pénètre dans le bureau de Laurent Désiré Kabila. Celui-ci était en présence d'un de ses conseillers économiques, M. Mota, avec lequel il préparait évidemment le voyage qu'il devait effectuer le lendemain à Yaoundé, où devait se tenir le 21e sommet Afrique-France. Il entre dans le bureau, trouve Laurent Désiré Kabila assis en compagnie de son conseiller économique et financier, et puis il dégaine son arme et tire à bout portant à 3 reprises sur Laurent Désiré Kabila. Donc il atteint au cou
à la poitrine et au bas-ventre. Donc le président s'écroule et il sort de là en courant, et c'est le conseiller Mota qui sort du bureau et qui crie aux soldats en présence que il a tiré sur le président en désignant Rachidi qui tente de s'enfuir. Et le colonel Edi Capin, qui était l'aide de camp de Laurent Désiré Kabila, était dans le bâtiment mais pas dans la salle du président. Donc il entend comment M. Mota crie qu'on a tiré sur le président, donc il sort dans le couloir et voyant M. Mota désigner Rachidi qui est en train de traverser la cour pour tenter de s'enfuir, de dépasser le portail, eh bien, Edi Capin se met à sa poursuite, dégaine son arme et lui tire dessus et l'abat sur le champ. Et puis c'est là où véritablement on n'est plus d'accord sur la version. Donc, dans la même journée, évidemment, le président Laurent Désiré Kabila est rapidement transporté à l'hôpital. Il est dans un état grave et évidemment, il n'y a pas une véritable... Officiellement, on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces heures-là. Mais on sait qu'évidemment, il ne faut pas l'oublier, le Congo était en pleine guerre civile. Il y a eu la première guerre civile entre 1996 et 1997 qui avait abouti à la chute de Mobutu. Et puis, il y a la deuxième guerre civile qui commence juste après la chute de Mobutu en 1997 et qui va évidemment s'achever en 2003 avec les accords de Pretoria. Mais donc, on est en 2001, on est en pleine guerre civile. Le Congo est divisé en 3 groupes. Il y a un groupe le plus important qui est dirigé par Laurent Désiré Kabila. On a un groupe qui est à Goma, donc dans la région du Kivu. Et on a un autre groupe, d'autres groupes armés qui sont notamment dans la région du Kasaï. Donc, le Congo est divisé en 3 en réalité. Et cette division est née du fait que lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, ses anciens mentors, les chefs d'État qui l'ont aidé à arriver au pouvoir, à savoir Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda, ils ne s'entendent plus. Les accords qu'ils ont passés entre eux, en tout cas, ne passent plus. Laurent Désiré Kabila accuse donc les Rwandais et les Ougandais de vouloir s'accaparer des richesses du Congo. Et donc, évidemment, le divorce est brutal. Et donc, il y a évidemment donc d'autres groupes armés qui naissent, soit soutenus par le Rwanda, soit soutenus également par l'Ouganda. Donc c'est dans ce contexte-là de fortes tensions militaires que le Congo se trouve à l'époque. Et donc lorsque Laurent Désiré Kabila est assassiné, Edi Capin donc passe une communication à la télé, annonce que le président a été victime d'un attentat, mais ne dit pas qu'il est décédé. Il dit que le président a été victime d'un attentat et demande donc aux officiers supérieurs des forces congolaises, donc ceux qui étaient dans les différents camps, qui étaient fidèles à Laurent Désiré Kabila, leur dit que la situation est sous contrôle, que tout va bien et que évidemment il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut comprendre que l'objectif d'Edi Capin est d'une part de stabiliser le Congo pour éviter qu'il y ait un véritable embrasement si les gens apprennent que Laurent Désiré Kabila est décédé, et deuxièmement il veut rapidement réunir une réunion d'urgence avec les plus proches collaborateurs de Laurent Désiré Kabila pour définir la suite à tenir, étant donné que Laurent Désiré Kabila n'a jamais désigné un potentiel dauphin d'une part, et puis le Congo, la RDC telle qu'elle existait à l'époque, n'avait pas encore véritablement toutes ces institutions véritablement mises en place, et donc il n'y avait pas une succession clairement, une transition constitutionnellement établie. Et donc et d'autant plus que Joseph Kabila, à l'époque, n'était pas sur le territoire congolais au moment des faits. Donc, il est à l'étranger. Donc, ils veulent évidemment que celui-ci rentre. Et donc, Edi Capin fait cette annonce qui, de manière surprenante, va calmer les choses. Les gens, évidemment, l'armée va stabiliser les choses et donc le pays ne va pas s'embraser. Et donc, une fois que Joseph Kabila arrive, on connaît la suite, il sera désigné comme étant le successeur de son père et donc il va accéder au pouvoir en 2001. Et puis à partir de là, il va y avoir les négociations sous la houlette de la communauté internationale en 2003 qui vont aboutir à un modèle de gouvernance qui était totalement inédit avec un président et 4 vice-présidents, etc. Et puis il va y avoir qui vont aboutir aux élections de 2005 où Kabila fils va briguer et remporter son premier mandat, puis en 2010 il aura le deuxième mandat. Bref, vous connaissez l'histoire. Et puis là,
ce qui est surprenant, c'est maintenant la manière avec laquelle les enquêtes sont diligentées. Elles sont diligentées de manière extrêmement expéditive. Et à la surprise de tout le monde, c'est Eddie Capin et environ une centaine en réalité d'autres personnalités civiles et militaires qui sont accusés d'avoir fomenté un coup d'État et d'avoir renversé le régime et d'être à l'origine de la mort de Laurent Désiré Kabila. Alors parmi ces co-accusés-là, il y en a évidemment depuis lors. Certains sont morts dans la prison de Makana. Certains ont même réussi à s'échapper de la prison de Makana et à s'enfuir, notamment ceux qui étaient des complices directs de soldats Rachidi, parce que selon une version par exemple qui avait été énoncée par certains journaux, dont Jeune Afrique Magazine par exemple, ils disent que Rachidi a agi en fait sur des motifs purement personnels. Il n'avait pas supporté que un de ses meilleurs amis, qui était un Katongo, donc un simple soldat comme lui, ait été exécuté, avait été exécuté parce qu'il avait été jugé totalement indiscipliné, et donc il avait été traduit en cour martiale, condamné à mort et exécuté. Et donc c'est cette exécution, enfin il n'avait pas été traduit en cour martiale, il avait plutôt été muté dans une zone de combat, et c'est là-bas qu'il aurait été tué au cours d'un combat. Et donc Rachidi tient donc pour responsable directement Laurent Désiré Kabila, qu'il estime être celui qui a donné l'ordre que son ami soit affecté dans une zone de combat, et donc indirectement soit à l'origine de sa mort. Et donc il aurait donc décidé de venger son ami en tirant sur le président Kabila. Mais la justice congolaise, notamment la justice militaire, ne le voit pas de cette manière-là, estime plutôt qu'il y a eu un complot dûment élaboré et dont le cerveau était Eddie Capin et un certain nombre d'autres personnalités civiles et militaires. Et donc ce sont ces personnalités-là qui vont être arrêtées, puis traduites devant une cour militaire en 2003 et qui seront condamnées dans un premier temps, condamnées à mort. Et donc, maintenant, lorsque l'on regarde le film en lui-même, on est un peu surpris. D'abord, lors du procès, le procès d'abord, il va se faire à huis clos, donc le public n'aura pas accès, ne va pas participer au procès, ni même des journalistes, ni même des observateurs étrangers. Donc, on ne connaît pas les pièces qui avaient été présentées par le procureur militaire à l'époque pour établir la culpabilité d'Eddie Capin et de ses co-accusés. Et la deuxième chose, c'est que selon les avocats d'Eddie Capin, justement, le dossier était vide. La justice n'avait pas les éléments probants qui justifiaient de la culpabilité d'Eddie Capin et de ses co-accusés. Et donc, il voit en cela un véritable procès politique qui visait tout simplement à éliminer Eddie Capin et ses co-accusés, parce qu'ils estimaient, à tort ou à raison, que ces personnes-là représentaient maintenant une menace pour le nouveau pouvoir établi. Et donc, dans la foulée, en 2010, la condamnation à mort d'Eddie Capin et de ses co-accusés va être commuée en prison à vie. Jusqu'au 6 décembre 2020, où un élément va jouer en faveur d'Eddie Capin et ses co-accusés, c'est le divorce prononcé entre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Il faut savoir qu'Étienne Tshisekedi a décidé de plus respecter les accords qu'il avait passés en 2018 avec Joseph Kabila. Donc, il a décidé de mettre en place une nouvelle majorité parlementaire, et c'est cette nouvelle majorité parlementaire qui fait l'objet depuis lors, qui avait abouti à la démission de la présidente de l'Assemblée nationale congolaise. Et donc actuellement on assiste à de véritables tensions politiques entre Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila préparant sa riposte politique, parce qu'évidemment Étienne Tshisekedi a décidé de s'affranchir du soutien de Joseph Kabila, et que s'il ne parvenait pas à mettre en place une nouvelle majorité parlementaire, il allait tout simplement dissoudre l'Assemblée nationale, puisque les prérogatives de la Constitution congolaise le lui permettent. Et donc c'est cet événement déclencheur, le 6 décembre 2020, qui va faire que dans la même foulée, semble-t-il, peut-être pour un peu plus accentuer
le divorce entre les deux hommes, même si le ministère de la Justice congolaise estime que la mesure de grâce qui a été accordée, c'est une mesure générale et qui est totalement impersonnelle. Alors, qu'est-ce que Étienne Tshisekedi va faire? Eh bien, il va donc décider que les personnes dont la condamnation avait été commue à vie, eh bien, cette condamnation était transformée en peine de prison de 20 ans. Et que dans la même ordonnance qui accordait cette grâce-là, tous les prisonniers qui étaient déjà en prison depuis au moins 20 ans, eh bien, devaient tout simplement être libérés. Et donc, c'est le cas d'Edi Kapeng et de ses co-accusés qui sont en prison depuis 2001. Donc, évidemment, en 2020, cela constituait à peu près 19 ans, mais l'ordonnance a justement mis dans l'escarcelle Edi Kapeng et ses co-accusés. Et donc, eux ont donc pu bénéficier de cette grâce présidentielle-là. Et donc, ils ont été libérés dans la foulée, la première semaine du mois de janvier. Et donc, Edi Kapeng et ses autres co-accusés sont libérés. Alors maintenant, que va-t-il advenir de l'affaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Alors pour Edi Kapeng et ses co-accusés, il leur reste un nouveau combat, c'est celui de la réhabilitation juridique. Ils veulent que le procès soit refait parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas responsables de la mort de Laurent Désiré Kabila. Pour eux, le nouveau procès, puisque le pouvoir congolais aussi a changé, parce qu'ils estiment que tant que Joseph Kabila était au pouvoir, eh bien, il n'aurait eu aucune chance de bénéficier d'un véritable procès juste et équitable. Et donc pour eux, le fait que Étienne Tshisekedi soit au pouvoir et que les autorités congolaises aient en quelque sorte changé, donc pour eux, ils estiment que c'est peut-être le bon moment, puisqu'il y a déjà pour eux un signe qui est extrêmement positif, c'est qu'ils soient sortis de prison. Maintenant, la deuxième chose, ils estiment que dans la même foulée, ils devraient pouvoir se battre pour évidemment obtenir une révision du procès. Mais cela évidemment ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faudrait pour cela qu'ils apportent des éléments matériels nouveaux qui pourraient permettre la réouverture du procès. Et donc c'est là où on sera particulièrement il sera particulièrement intéressant de suivre cette affaire-là, dans la mesure où le principal instigateur, selon les autorités congolaises de l'époque, qui serait l'auteur de la mort de Laurent Désiré Kabila, à savoir le colonel Edi Kapeng, est encore en vie. Il semble toujours combatif et en assez bonne santé physique et mentale. Et donc, pour les observateurs que nous sommes, il sera particulièrement intéressant de regarder la suite. Quels sont les éléments ou comment est-ce que Edi Kapeng et ses avocats vont organiser maintenant, évidemment, leur défense pour présenter devant la justice congolaise de nouveaux éléments qui pourraient, on l'espère, dans quelques années, aboutir à la réouverture du procès. Et on pourrait, au cours de cette réouverture, si elle a évidemment lieu, revoir les éléments qui sont dans le dossier et qui avaient conduit à leur condamnation, et voir également les nouveaux éléments et surtout revoir tout ce qui avait été présenté dans le dossier d'accusation par le procureur militaire de l'époque pour justifier de la condamnation d'Edi Kapeng et ses 19 co-accusés. Donc ça, évidemment, ce sera quelque chose de particulièrement intéressant à voir, d'autant plus que lui, il a dit à sa sortie de prison que son prochain combat, c'est celui justement de la réhabilitation de son honneur en tant que, notamment militaire, et en tant que soldat loyal à Laurent Désiré Kabila. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On était dans l'actualité internationale. Da Fresh Morning.